Sourire à la vie. Sourire. La vie nous En sourira. fait, on entend votre sourire. Ah ouais? Ouais. Généralement, quand vous souriez, il y a un espèce de truc qui se passe dans la voix qui se passe pas quand vous souriez pas. Et ça veut dire que t'entends si je suis en mode... Non mais là je suis pas contente. Oui. Oui, ça s'entend évidemment. Ça s'entend bien. Allez. Clap. Bonjour à toutes, à tous et à toutes celles qui fêtent leur baby shower entre les deux. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Mars, ça y est, le point météo du podcast peut désormais se faire à l'heure d'été. Nous avons donc gagné 1 heure de soleil mais perdu 1 heure de sommeil et ça c'est pas cool du tout. Non, vous ne le voyez pas mais sachez que mes cernes peuvent désormais se mesurer en loi Carrez. Pourtant je reste digne, la tête haute, les yeux ouverts et que vois-je? Mes adorables chroniques heureuses sont avec moi, bonjour. Bonjour. Ah, qu'il est beau de les voir, qu'il est bon de les entendre, qu'il est doux de les toucher, qu'il est étrange de les sentir, de Daddy. les goûter. Comme l'eau salée de la casserole après une grosse soirée, mes sens sont en ébullition. Je suis totalement wake woken pour vous annoncer le sommaire de cette émission. And I ain't never gonna stop. Allez, en flashback, sur le 8 mars, Hippo tapera son coup de gueule contre ceux qui célèbrent encore la journée de la femme. Hippo, peux-tu nous rappeler l'intitulé exact de cette journée, s'il te plaît? Alors, le 8 mars, c'est avant tout la journée internationale pour le droit des femmes. Et il voudrait que tu te rappelles, la musique est éternelle et pas artificielle. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras? Aujourd'hui, je vous chante l'IA et la création musicale en me concentrant sur l'impact sur la voix des artistes-interprètes. De mon côté, je fêterai Mardi Gras avec vous avant de rejoindre Elias au Café du Commerce pour un sujet beaucoup moins fun que toutes les cymbales du carnaval. Elias, nous sommes en guerre, c'est ça? Alors oui, Erwan, sommes-nous en guerre économique, en guerre commerciale, en guerre militaire ou encore en guerre sociale? Je vais vous aider à y voir plus clair. Avec son mot de la fin, elle apportera la paix et le bon temps. Marie, crois-tu encore à l'humanité dans ce monde de brutes? Eh ben écoute, je vais essayer de me concentrer sur les gens qui me donnent envie d'y croire en tout cas. Et depuis Lyon, Strasbourg ou Paris, la rue, elle est à qui? Elle est à Hippo et son coup de gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars. Comme vous pouvez le constater, moi BOF puisque petite maladie. Bref, qui dit mois de mars dit changement d'heure. Pour notre plus grand plaisir, il ne fait plus nuit à 19h et ça, c'est une victoire. Mais surtout, le mois de mars, ça rime avec Journée internationale des droits des femmes qui est célébrée chaque année le 8 mars. Et oui, Michel, c'est Journée internationale des droits des femmes et non Journée des femmes. Et non, Michel, il n'y a pas besoin de Journée internationale de droits des hommes. C'est l'ONU en 1977 qui a proclamé cette journée comme Journée internationale des droits des femmes dans le monde entier. Mais en réalité, on célébrait déjà le 8 mars dans les années 1910. Et on doit cette journée en grande partie à Clara Zetkin, qui était une révolutionnaire allemande, féministe, antifasciste et pacifiste. On embrasse cette grande dame. Elle a milité tout au long de sa vie pour l'indépendance des femmes, leur autonomie et le suffrage universel. Et oui, parce qu'en Europe, à ce moment-là, c'était le dos de personne d'accorder le droit de vote aux femmes. C'est sympathique. Elle a organisé les premières éditions de l'Internationale des femmes socialistes et y a proposé d'organiser chaque année une journée pour le droit des femmes. Certains pays européens ont suivi cette initiative pour la première fois en 1911, comme le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche. Ensuite, cette initiative elle a été reprise chaque année jusqu'en 1977 où l'ONU a proclamé le 8 mars la journée internationale du droit des femmes.
Petit rappel un peu piquant concernant la majorité des droits acquis dans le monde. En fait, il date de moins d'un siècle. Donc, c'est-à-dire que sur l'échelle de l'humanité, ça fait pas grand-chose. En fait, rendez-vous compte que le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, c'était la Nouvelle-Zélande en 1993. Et si mes calculs sont bons, et là j'en doute fortement, c'était il y a 132 ans. En fait, c'est hyper important de lutter pour nos droits, tout le temps, au quotidien, parce que aucun pays dans le monde n'a réussi à atteindre l'égalité homme-femme, qu'il y a encore 650 millions de femmes qui ont été mariées avant leurs 18 ans dans le monde aujourd'hui, que des dizaines de femmes meurent chaque jour parce que femmes, toutes les femmes ont subi ou connaissent une femme ayant subi des violences sexistes ou sexuelles. Et pas besoin de sortir des chiffres aussi tragiques, je peux aussi vous parler d'inégalités beaucoup plus banales, comme le fait qu'en tant que femme, vous avez plus de chances de mourir ou d'être blessée gravement dans un accident de route, parce que les ceintures de sécurité sont faites pour les hommes, que tous les médicaments ont toujours été testés sur les hommes, ce qui fait qu'au niveau des dosages, c'est pas top. Bref, plein de petites choses du quotidien qui nous rappellent trop bien que l'on vit dans un monde d'hommes, créé par les hommes et pour les hommes. Et on remercie le patriarcat pour cela. Je pourrais vous parler encore de ça pendant des heures, de ce système qui oppresse les femmes dans le monde entier, qui nous pourrit la vie, qui nous abuse et qui nous tue. Mais le 8 mars, c'est aussi un jour de fête, c'est le moment de se retrouver, de fêter notre existence et de la célébrer. Donc joyeux 8 mars à toutes, avec un peu de retard, et que la lutte continue. Merci Hippo pour cette chronique. Comment as-tu vécu cette manifestation du 8 mars? Je crois que tu as défilé à Paris. Alors moi, c'était ma première manifestation in Paname, dans la capitale, puisqu'avant j'avais fait celle dans d'autres villes en fait, et c'était iconissime, puisque c'était là où il y avait vraiment, en fait, littéralement, c'était là en France où il y avait le plus de monde. Donc quel plaisir, énormément de sororité, énormément de personnes. Beaucoup de colère également, mais aussi, en fait, c'est ça, beaucoup de sororité, donc un très très chouette moment. Et ce que je vous propose pour enchaîner, c'est une bonne nouvelle. Oui, le 27 mars, le procureur du tribunal de Paris a requis 18 mois de prison et 20 000 € d'amende à l'encontre de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Le jugement sera rendu le 13 mai, donc il n'est pas encore condamné, mais quand même, ça avance. Est-ce que ça vous redonne un peu foi en la justice? Puisqu'on a un peu l'impression que la justice chie sur le féminisme, habituellement. J'avoue que c'est des nouvelles qui font un peu plaisir, toujours, finalement. Après, c'est un peu lent. Mais, comme d'hab. Mais non, en vrai, je suis contente. Genre, bien, GG en tôle. Si ça s'avère bel et bien non contesté et tout. Hein. Ouais, en plus, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, il y avait genre une tribune de certains avocats qui sont plaints du comportement machiste de son avocat. Oui, justement, il y a un article de 20 minutes, La transition est parfaite, qui parle d'une victimisation secondaire. En fait, c'est un terme qui est défini dans la Déclaration des droits européens du citoyen, enfin la CEDH, pardon, et qui montre qu'en fait, le fait que l'avocat utilise des mots tels que hystérique, vénale, menteuse pour parler des victimes, en fait, ça fait revivre une deuxième agression aux victimes qui sont littéralement agressées dans le tribunal. Et voilà, c'est juste pour rappeler qu'en fait, quand t'es avocat, t'as aussi le droit d'être respectueux, quoi. C'est ça. Voilà. Et des mots décents, quoi. Surtout au vu du statut, un grand merci. Disons que défendre l'accusé, en l'occurrence, ça implique pas de descendre les victimes, en fait. Il y a un équilibre à trouver. Faut rester humain dans la pratique. Et puis on l'avait déjà vu avec le procès Pédico aussi, où les avocats avaient des trucs dégueulasses, du type non mais c'est la faute de son mari, vous avez vu Gisèle, jamais il sera allé la violer, des trucs vraiment... Oui, puis sans parler de celle qui jouait sur la chanson de Wham! Wake Me Up Before You Go Go sur les réseaux, un niveau d'indécence au-delà même au-delà des tribunaux, genre. Bon, donc on sait peut-être que la cause avance au niveau des tribunaux, pas forcément du côté des avocats. Qu'est-ce que Hippo et Elias en pensent? Le fait que le procureur du tribunal de Paris il a requis 18 mois de prison contre Depardieu, c'est vrai que c'est un signal quand même fort et ça montre quand même que la justice elle commande à bouger quand même progressivement, et ça c'est, rappelons-le, grâce aux mobilisations massives des associations féministes. Après, il ne faut
pas crier victoire trop vite. Il me semble qu'il y a que entre 1 et 2% des viols qui ont abouti à une condamnation en France. Et donc, ça montre qu'il faut encore pousser le combat et continuer le combat pour briser l'impunité des puissants. Alors, petit constat personnel pour poursuivre, j'ai un peu l'impression qu'on a de moins en moins de mal à se dire féministe. Avant, quand j'étais petit, c'était un peu un gros mot, c'était un peu les extrémistes qui disaient je suis féministe. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est devenu mainstream. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi ou pas du tout ? Bah écoute, moi ça dépend dans les cercles dans lesquels je transite, entre guillemets. Au niveau de ma famille, c'est un peu une sorte de gros mot, entre guillemets. Enfin ouais, c'est forcément... je sais pas, ils voyaient ça comme un truc monstrueux alors que c'est juste vouloir l'égalité. Donc je sais pas où est le problème. Ouais. Et pareil dans certains cercles, notamment au niveau du travail, enfin pas tous, mais bref, voilà. Donc ça dépend. Mais je suis d'accord qu'il y a moins l'aspect connoté, pour on ne sait quelle raison, mais péjoratif d'auparavant, enfin maintenant du moins de moins en moins. Après, je trouve que c'est aussi un concept que de se... Enfin, il y a un peu des mèmes comme ça sur les réseaux au second degré, mais que tu sais, les mecs qui disent ouais, non, moi je suis hyper déconstruit, je suis hyper féministe, enfin, qui le revendiquent, mais bah tiens, une discussion au lieu d'abord de brandir l'étiquette, genre je sais pas comment dire. Voilà, mais autrement, oui, je suis d'accord. Tout à fait, ça fait la transition avec... en fait, j'ai regardé un peu dans l'onglet actualité de Google ce qui se passait quand on tapait féminisme, et en fait, le féminisme est assez dépolitisé. Je suis tombé sur un sketch de Philippe Cavrivière qui travaille sur RTL, et qui, dans une chronique du 28 mars, qui parle de la philosophe Elisabeth Badinter, qui est une espèce de référence tutélaire du féminisme à l'ancienne, et dans cette chronique, il dit « Je suis un grand féministe, dans mon couple, ma femme prend toutes les grandes décisions. » Pour parler des courses, des enfants et tout. Et en vrai, cette blague, alors bon, elle est drôle ou pas, mais enfin, c'est vieillot quoi, Philippe, quoi. Faut pas bah faut ouais. passer la seconde, Puis quoi. là, ça veut surtout dire que prendre des décisions, c'est qu'elle endosse les tâches à La faire. charge mentale, donc il a rien compris. Oui, il a rien compris. Et pareil, il y a une éditorialiste des Échos qui s'appelle Cécile Cornudet, qui parle de la dépolitisation, en fait, du féminisme, qu'aujourd'hui, il y aura un espèce de féminisme du bon sens, bah oui, bien sûr qu'on veut l'égalité, et qui s'oppose à un féminisme de la lutte. Et Comment ça peut s'opposer ? Et là, en fait, dans les mots, alors elle prend l'exemple de Yael Braun-Pivet, par exemple, qui parle donc de ce féminisme de bon sens, qui s'oppose à une supposée guerre des sexes. Donc l'idée, ce serait de pas conflictualiser le féminisme, alors que le féminisme, c'est une lutte contre le patriarcat, de fait, et on peut pas en parler sans le politiser. Mais, et c'est ce que tu disais, j'ai l'impression, avec ces hommes qui se disent féministes un peu comme ça, parce que ça fait bon genre, qui en fait ne sont pas du tout engagés et ne changent pas du tout leur comportement. Oui, ou qui, sans dire qu'ils posent problème, des fois c'est juste des techniques de drague où avant on aurait fait une blague et donc voilà, donc ça a pas toujours un sens énorme. Mais à côté de ça, avec un peu les mascus et les incels, j'ai l'impression qu'il y a un élan encore où on est en mode le féminisme, enfin qui s'oppose un peu au féminisme en mode c'est contre les hommes alors qu'ils n'ont pas compris que c'était justement contre le patriarcat qui lui aussi est contre les hommes, bref voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un ça nuit de aussi indirectement ouais. à moindre échelle, mais donc je dirais que c'est plutôt mitigé. Et puis il y a les récupérations de l'extrême droite aussi. On était à Paris avec Marie et Hippo pour le 8 mars et on a vu que donc Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, a accepté que le collectif identitaire et hyper raciste Némésis participe au cortège. C'est un collectif qui dit en gros que pour défendre les femmes, il faut arrêter l'immigration parce que ce sont les étrangers qui agressent. C'est bien connu, il y a que des étrangers qui agressent, c'est pas du tout les pères, les frères, les potes, on le sait bien. Et bien sûr contre l'avis des organisations féministes qui disaient que ce mouvement n'avait aucune place. Et ces récupérations-là, est-ce que vous pensez pas qu'elles sont hyper dangereuses parce qu'en fait le terme est en train de se fondre dans un espèce de continuum qui va de la gauche radicale jusqu'au fascisme, quoi. En fait, ils sont en train d'un peu de déposséder le terme de sa substance, entre guillemets. Enfin, pardon, mais le féminisme récupéré par l'extrême droite, c'est pour déshabiller ma tante, avec tout son respect. Mais je trouve ça fou même qu'ils utilisent le terme. Et en vrai, c'est malin parce que en fait après tu sais plus quoi mettre derrière. Mais leur stratégie, en vrai, elle est super maline. Enfin, en général. Mais c'est malheureusement bien ficelé. Voilà, mais ça marche super bien. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut... Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment dans ce cortège où on n'a pas croisé Némésis
fort heureusement. Et Ouais. est-ce que vous savez ce que je préfère dans les manifs? La chanson. musique. Ouais. Mais exactement, mais justement, Val, en parlant de musique, qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Eh bien, question, qu'est-ce que tu me chantes là? Qu'est-ce que je vous chante là? Aujourd'hui, je vous chante les prouesses de l'intelligence artificielle quant à la création musicale, et plus particulièrement son impact sur la voix des artistes-interprètes. Bon, pour être honnête, j'avoue que cette thématique fait avant tout écho à mon actualité universitaire, et plus particulièrement à un travail que j'ai eu à réaliser, mais elle est aussi centrée sur un sujet qui est très débattu à l'heure actuelle, le croisement entre l'art plein d'âme, de créativité, d'humanité et l'intelligence artificielle, générative et programmée. Bon, à l'heure actuelle, on assiste à un phénomène où la voix des artistes est utilisée par le biais de la technologie afin que des chansons, majoritairement préexistantes, soient recréées sans passer par la case studio. Pour illustrer mon propos, je vous suggère le titre Sayen de Slanfoiré et Gazo, indirectement repris par Angèle, quoique sans son autorisation, grâce à l'utilisation faite de sa voix par le producteur Ellen Rey et le logiciel RVC, qui comptabilise quand même 13 millions de vues sur YouTube, le remix. Donc folie, mais bon, vous vous en doutez, tout cela soulève plusieurs enjeux. Et en somme, la sortie musicale en bonne et due forme, si vous me permettez l'expression, a de tout temps été contournée. Rien que le concept des sorties posthumes. Bon bah l'artiste étant décédé, il n'a pas la main mise sur ce qui est fait de sa voix. Mais là encore, on a l'accord de leurs héritiers ou des ayants droit. Autre concept, les leaks, bon, les fuites de chansons en ligne qui sont piratées, diffusées et virales sur les réseaux. De nouveau, il s'agit pas d'une initiative de l'artiste, mais là c'est bel et bien une voix réelle que l'on entend puisqu'il y a eu un passage par la case studio. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on échappe à tous ces critères-là. Et est premièrement dénoncé une atteinte à la création, au sein de sphères militantes et associatives d'abord, avec l'exemple de l'ONG Fairly Trade, qui a émis une pétition ayant recueilli plus de 11 500 signatures d'artistes afin d'encadrer la protection des œuvres face à l'intelligence artificielle, et déplorer un, je cite, processus déshumanisant qui se limite à de la fourniture de données en vue d'en produire de la nouvelle. Au sein de la sphère professionnelle, comme chez le distributeur Deezer, dont le directeur de l'innovation est Aurélien Hérault, sont reportées des livraisons quotidiennes abusives de titres entièrement générés par l'IA, qui représenteraient 10% du volume global. Au sein de la sphère politique, on a notre ministre de la Culture Rachida Dati, qui dans le cadre du week-end sur l'intelligence artificielle, évoquait qu'il s'agissait d'un levier de souveraineté culturelle au service de créateurs, et pas l'inverse. Il y a aussi une atteinte à la voix au sens large de l'artiste. Bon, au-delà de propos juridiquement répréhensibles ou considérés comme immoraux, dans un cadre musical, les chansons que l'IA fait chanter aux artistes sont sujettes à entraver leur positionnement sur un marché, et en l'occurrence, leur image et leur présence sur la scène musicale. Angèle, qui est donc une jeune chanteuse, autrice et compositrice engagée à plusieurs niveaux, pourrait voir d'un mauvais œil le fait d'être accolée à la sphère rap où règne, entre stéréotypes et réalité, une ambiance mêlant parfois violence et sexisme. Alors bien sûr, comme je le dis, il y a rap, et je n'essaye pas ici de stigmatiser tout un genre musical qui puise d'ailleurs ses origines dans une forme de lutte et de rébellion légitime contre diverses formes d'oppression. Très longue phrase. Mais soigner une image, c'est aussi savoir jouer pour le meilleur et pour le pire sur certaines représentations avec parcimonie et cohérence. Bon, et puis il y a aussi une atteinte à la propriété intellectuelle. N'ayant aucun accord de quelconque partie prenante, il n'est pas possible de gagner de l'argent sur les chansons créées par le biais de redevances, d'un point de vue juridique tout d'abord, puisqu'il est en fait impossible d'enregistrer légalement ces chansons aux yeux des entités supposées tracer leur utilisation, leur consommation. Question, chez nous, de qui s'agit-il ? Quelle est cette entité qui retrace, chez qui on enregistre les titres et qui retrace... Oui, exactement. Merci. Ton l'entité, c'est Quelle structure. la liberté. La SACEM, en effet. Et d'ailleurs, sa directrice Cécile Rapp-Weber rappelait que chaque écoute sur les plateformes impliquait rémunération. Et donc qu'il y a un réel travail à faire par rapport à l'IA. Tout type de structure souhaite donner son mot sur la question, les plateformes, donc on en a parlé, Spotify, Deezer, se réclament anti-contenu frauduleux, veulent prioriser les carrières d'artistes, côté maison de disques, Universal aussi entre interdiction d'accès à son grand catalogue et cession de licences payantes. Suggestion, tâchons de rémunérer les artistes et protéger leurs œuvres. Bon d'accord, il y a les créations amateurs de fans qui font partie du lot de contenu IA, mais elles sont loin d'être des plus offensives. Ce qu'il ne faudrait pas, à mon humble avis, c'est que le terrain musical soit une corde supplémentaire ouvertement exploitée à l'arc des multinationales aux multiples domaines d'activité et aux multimilliards d'euros de bénéfices.
Une Angèle qui reprend avec une certaine distance la chanson remixée avec sa voix lors de la Fête de l'Humanité en 2023, en live pour le coup, peut se permettre de prendre avec un peu de légèreté. Elle vit de son art et c'est une figure majeure de la scène francophone actuelle. Mais tout le monde n'est pas dans sa position. N'oublions pas que c'est surtout les concerts qui rémunèrent à l'heure actuelle artistes indépendants et autoproduits. Donc si l'occasion et les moyens se présentent à vous, rendez-vous dans les salles en personne. Cette chronique est d'ailleurs signée ma personne et mes sources France TV Info, le site du gouvernement et Radio France, qu'il était nécessaire de mentionner. Musicalement vôtre, point final. Merci Valou pour cette lettre de motivation. C'était chaud. Mes salutations les plus distinguées. C'est rigolo parce que je n'avais pas lu la fin de ta chronique avant d'écrire mes questions et en fait je reprends un des sujets que tu traites, c'est celui des playlists Spotify qui intègrent des musiques créées par IA sans qu'on le sache. Donc en fait c'est diffusé je crois principalement dans les musiques de type chill, lofi. Sophie. Ouais, Sophie, les mélanges de Sophie. Lofi. C'est les choses qu'on écoute en fond musical et donc en fait généralement on écoute des chansons faites par l'IA sans même le savoir, c'est ça? En l'occurrence, je sais que Deezer il cherche comme j'ai pu mentionner à lutter contre les contenus frauduleux. Donc en fait à voir après à chaque fois si c'est basé sur des musiques libres de droit parce qu'il y a une différence entre des musiques publiques et accessibles et le fait qu'elles soient libres de droit. Mais à la différence que là c'est Spotify qui crée lui-même, enfin là, autant Deezer essaye de lutter, mais c'est un peu la version française, de faut protéger l'art, etc. Autant Spotify, qui est une entreprise suédoise, elle s'en bat les couilles. Elle, c'est vraiment le côté rentabilité qui fonctionne. Parce que comme tu disais, le fait de les créer par l'IA, en fait, ils payent aucun droit d'auteur. Et en plus, il me semble qu'il y a une histoire de proportion, d'heure d'écoute. Toutes les musiques, toutes les fois on écoute des musiques en IA, c'est toutes les fois on n'écoute pas des musiques faites par des créatrices. Et donc, toutes les fois on ne participe pas à leur rémunération, quoi. C'est ça. Il y a des plateformes qui développent leurs propres programmes, donc comme Spotify avec ses fameuses playlists, et d'autres qui sont plus axés préservation de l'œuvre, construction de carrière, rémunération d'artistes. Donc en fait, c'est surtout voir si ça empiète pas sur du clonage de voix d'autres artistes ou sur des œuvres dont on extrait des bribes en fait, sans que les personnes qui les ont créées au départ le sachent, quoi. Je trouve que c'est assez difficile de se faire un avis sur l'IA, pour la simple et bonne raison que c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément à fond. Est-ce que vous avez des craintes liées à l'IA? Est-ce que ces craintes-là, elles sont pas surtout liées au fait qu'on a peur de se faire prendre pour des cons, en fait? Il y a un peu le truc où c'est tellement vraisemblable que on va plus savoir, enfin ça se trouve on va être à fond sur un titre et en somme tant mieux si on passe un bon moment ou en l'écoutant. Mais le fait de se dire qu'il y a aucune initiative créative humaine derrière, ça pose un peu des questions. Moi, par rapport à la musique, c'est vrai que ça me gêne. L'idée de déposséder l'artiste de sa voix me gêne, sachant que, c'est sa voix. Enfin bref, voilà quoi, je suis mal à l'aise avec ça. Et l'IA, plus en général, dans notre sphère, ça me fait assez peur dans le sens où, quand ça va continuer à se développer de plus en plus vraisemblable, au niveau de la désinformation, des trucs comme ça, on va pouvoir faire dire des choses à des personnalités qu'elles n'ont jamais dites, ou montrer des personnalités dans des situations qu'elles n'ont jamais faites. Enfin, je sais pas. Ça, c'est une partie qui me fait peur. Puis il y a tout l'aspect, la peur de se faire remplacer. Alors après, c'est le cas avec toutes les nouvelles technologies qui émergent, mais j'ai l'impression que là, c'est quand même un degré au-dessus. Enfin, je pense aux caisses automatiques, par exemple, dans les supermarchés qui remplacent les personnes qui sont à la caisse. Mais là, je trouve que c'est encore un stade au-dessus. En fait, les dérives de l'IA, mais après, je sais que ça peut apporter de bonnes choses, etc., et qu'on fonctionne déjà avec des IA au quotidien, mais c'est la dimension, en fait, générative qui est beaucoup critiquée, parce que le fait que des choses soient réalisées par des ordinateurs, c'est une chose, et il y a plein de progrès, même scientifiques, qui auraient pas pu être faits sans l'aide d'outils comme ceci, mais c'est vrai que c'est la dimension générative qui est beaucoup pointée du doigt. T'en penses quoi, ça ? En fait, c'est ça, c'est que la musique par assistance ordinateur, elle existe déjà, en fait. C'est pas forcément un truc qui est nouveau, et au contraire, moi, je trouve que c'est des nouvelles potentialités qui sont super. De toute manière, quand on crée quelque chose, notamment une chanson, on s'inspire toujours d'autres chansons. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, il y a des chanteurs qui disent non, j'ai pas plagié, et je les crois, ils ont pas plagié, mais c'est que, à force d'entendre, je relate souvent l'histoire d'une chanson que j'avais écrite au lycée, qui en fait était exactement les mêmes accords de Shallow, qui passaient énormément à la radio à ce moment-là. Et c'est qu'en fait, j'ai pas fait exprès de plagier cette chanson, c'est juste que, en fait, à force de les écouter, tu les intègres. T'as ça en tête, donc, forcément, tu crées avec ça.
Mais en effet, sur le point de vue de la désinformation et le fait qu'on sache pas, c'est hyper grave. Par exemple, il y a un article de RFI, Radio France Internationale, qui relate un fait sur les réseaux sociaux. Il y a les petits rigolos qui s'amusent à faire de la propagande avec des chansons de Aya Nakamura ou de Beyoncé, par exemple. Donc ils prennent les chansons, ils prennent la voix des chanteuses et ils leur font dire des paroles à la gloire de certains dirigeants africains en trafiquant donc les paroles. Et les jeunes ils peuvent écouter ça normalement, et s'ils sont pas éduqués à ça, en fait ils peuvent ingurgiter en disant c'est trop cool, en fait Beyoncé et Nakamura soutiennent tel dictateur ou tel chef d'État. On imagine mal, t'imagines ton petit cousin débarquer chez toi et dire j'ai entendu Gabriel Attal qui était loué par les paroles de Vianney. Bon, ça c'est plus logique, mais et si tant est que le petit cousin écoute Vianney. Mais en fait, pour la désinformation, je pense que c'est vraiment ça le gros risque, quoi. Et Hippo Eliash, qu'en pense-t-il? En vrai, oui, c'est sûr que l'IA, il y a des points quand même qui sont positifs. Notamment, j'avais lu, bon, ça date un peu, hein, donc, ça date vraiment même beaucoup. Je saurais pas vous dire précisément quoi, en fait, même, mais tout ce qui était au niveau de la recherche scientifique et des techniques d'opération, des choses comme ça, apparemment, ça aide quand même beaucoup. Donc, sur ça, oui, c'est positif. Après, c'est sûr qu'il y a énormément d'aspects négatifs, notamment l'environnement et l'exploitation humaine. Il faut faire attention à que l'IA ne se confronte pas aux mains de Google, Meta ou les grandes usines de tech. En fait, l'IA, ça peut vraiment être un très bon outil, par exemple dans la santé, parce que ça permet de détecter des maladies, de proposer des traitements personnalisés. Ça peut également être un outil formidable dans la transition écologique, dans tout ce qui est modélisation. Ou même dans l'enseignement. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup actuellement avec mes études pour m'expliquer des concepts, pour faire même des fiches de révision. Mais ça suppose en fait que ça ne soit pas aux mains de quelques personnes. Et l'exemple de Spotify, il est criant parce qu'en fait, ça montre que l'IA, quand il est géré dans des logiques purement capitalistes, ça peut mener en fait à des mauvaises choses comme la fin de la diversité culturelle dans le cas de Spotify. Pour que ce soit un usage positif, il faut encadrer strictement l'intelligence artificielle et développer un pool public du numérique qui va être un peu à l'abri des logiques de profit. Et ça va permettre en fait d'utiliser l'IA au service du progrès humain et pas dans une logique marchande de profit. On parle beaucoup des dérives, tu as utilisé le mot tout à l'heure, Marie. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités, des utilisations positives que vous voyez à l'avenir? Il y a déjà, alors ça reste dans une perspective de critique, mais il y a un propos qui est tenu de dire ça va encore plus mettre en lumière la musique faite main que d'avoir des références de choses qui sont totalement générées par un ordinateur. Et puis après, il y a par exemple Jean-Michel Jarre qui disait, lui, l'utiliser pour, en mettant tout son catalogue dans une IA afin de faire une sorte de synthèse, introspection d'un point de vue musical qui lui permet de créer certaines influences pour créer en bonne et due forme de la nouvelle musique. Donc, c'est un appui qui, je pense, aide à la création, mais du coup, il y a ce truc de savoir que c'est un outil qui t'aide et pas toi qui aide l'outil au final. Je trouve qu'il y a aussi un truc du côté de la culture punk avec une espèce de démocratisation de la musique. J'ai une pote d'Amandine qui est partie en voyage en Thaïlande et pour l'annoncer à ses parents, elle a écrit une musique grâce à l'IA. Et en fait, je trouvais ça super qu'elle puisse le faire. Elle aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu l'IA. Et je trouve ça cool aussi que la musique puisse être prise en main par des personnes qui n'ont pas forcément eu les moyens de s'éduquer culturellement avant. Et c'est pour ça que moi je trouve ça sympa. Et c'est l'heure de passer au prochain sujet. Mais oui, le mardi 4 mars, les catholiques ont fêté Mardi Gras. Alors selon le site du Jour du Seigneur, il s'agit d'une célébration qui marque l'entrée en carême, à ne pas confondre avec l'entrée en carène, qui est juste dégueulasse.
Donc Mardi Gras avant Carême, le principe est simple, avant de manger que dalle pendant 40 jours, on se déguise et on se nourrit de gras et de sucre pour le bonheur de l'industrie agroalimentaire. Et ça me rappelle François Bayrou. Ben oui, le gars cumule la fonction de Premier ministre avec son écharpe de mer de Pau, le tout grâce à des voyages en jet privé aux frais du contribuable et de l'environnement, et ça juste avant de nous imposer une cure d'austérité. Et ben François lui aussi, il a décidé de fêter Mardi Gras. Et d'après vous, quel était son déguisement? Est-ce que c'est un Je vrai sens truc le ou jeu de c'est... mots. ouais. Ouais, vous avez raison. En fait, il n'était pas déguisé. Non, le gars n'a pas compris le principe. En fait, pour le carnaval, il a déguisé quelqu'un d'autre. Ouais, Bayrou, il a déguisé la vérité. Alors, pourtant, il est très pieux. Hein. Bayrou, dans sa famille, c'est vraiment travail, famille, église. Alors, au collège-lycée privé Notre-Dame de Bétharane, maman Bayrou, elle faisait le caté. Voilà, et pendant que les enfants y étaient scolarisés. Voilà, Notre-Dame de Bétharane, pour vous situer, hein, c'est un peu le bal masqué oh. Hein, bon, entre 93 et 2013, 12 signalements de violences physiques, psychologiques ou sexuelles ont été émis contre l'établissement. Et qu'est-ce que l'État a fait? Une inspection. Une seule inspection, en 96, après qu'un surveillant ait perforé le tympan d'un élève en le giflant. Voilà, alors cette inspection ne relève aucun dysfonctionnement. C'est peut-être que plus personne ne pouvait entendre les cris, rapport au tympan percé ou à l'accoutumance, peut-être. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est devenu le surveillant après l'inspection? Bah, il y a toujours surveillant là-bas, non? Alors pire, il a même été promu chef adjoint des surveillants, voilà. Donc malgré les plaintes auprès du procureur de Pau, les 12, je les ai cités, les multiples courriers au ministère de l'Éducation nationale et de la Justice, personne n'a rien vu, selon François. Voilà, en conseil municipal, il y a quelques jours, il est quand même revenu un peu sur ses propos, en disant que, en fait, on avait tous des responsabilités. François, qui avait le plus de responsabilités entre le commun des mortels et toi, parent d'élève qui laisse ses propres gosses dans le collège malgré les signalements dont ta femme a probablement entendu parler rapport au fait qu'elle travaillait là-bas, qui a le plus de responsabilités entre le commun des mortels ou toi, le ministre de l'Éducation nationale entre 97 et 93, ou toi, l'ancien député, ou toi, l'ancien conseiller puis président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, département qui est chargé de financer les collèges et l'action sociale, ou toi, qui a soutenu l'établissement pendant l'affaire du tympan percé et qui n'a rien coupé des subventions accordées par l'État aux collèges-lycées privés. Bon, alors autant vous dire qu'il y a un gros faisceau d'indices qui laisse à penser qu'on n'avait pas tous les mêmes responsabilités. Et ben en fait non. La Cour de justice de la République, qui est un espèce de mélange entre droit et politique, a dit le 3 mars que François n'avait rien à se reprocher. Voilà. Bon, alors c'est pas fini. Non, bientôt François continuera d'avancer masqué dans un procès pour entrave à la justice qui concerne le même établissement. Je m'attarde pas sur cette affaire d'un suicide d'un prêtre accusé de viol sur mineur en 98, c'est assez glauque. Je voulais finir plutôt sur une bonne nouvelle. Une inspection a été réalisée à Bétharane. Voilà, à la toute fin du mois de mars. Ça fera 2 inspections en 30 ans. Ça me rappelle mon body count. Allez, bon carnaval. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire qui concerne notre Premier ministre, quand même? Non, honnêtement, non. Ah oui, j'en avais entendu parler, et notamment l'impunité autour de lui, est en mode Et moi, je suis pas au courant, j'étais maire, mais... J'étais maire, j'étais député, j'étais conseiller général, j'étais ministre... C'est ça, genre t'as les rôles, quoi. Mais oui. Tous Et les le rôles. fait de mettre tes gosses là-bas, mais ça va pas ou quoi? Mais moi je trouve ça fou et j'ai confiance en la justice, etc. Mais la Cour de justice de la République, en fait, c'est une assemblée qui est constituée de magistrats et d'élus de la République. Donc en fait, le procès est un peu politique, mais c'est justement pour juger des actes qui sont faits pendant les mandats. Mais là, pardon, mais comment il peut être jugé irresponsable alors que le gars était cumulé un nombre de mandats mais complètement fou, quoi. Alors il les cumulait pas tous en même temps, oui. mais en fait les affaires elles durent sur 30 ans, donc il y a forcément un moment où il a été mis au courant, quoi. Oui. Je trouve ça complètement dingue. Je voulais rester sur le thème de l'école parce que j'ai l'impression, depuis le début de ces épisodes, on a beaucoup parlé d'éducation sexuelle. Voilà, et il y a donc un nouveau programme qui devait rentrer en vigueur à la rentrée, alors qui devrait rentrer. Je dis devrait parce que le 10 mars, il y a des associations de parents d'élèves réac, à l'instar de Parents en colère ou SOS Éducation, qui se sont mobilisés contre le concept même d'éducation sexuelle. Voilà, et contre la notion de genre en général. Voilà, donc les réac dénoncent le programme, qui serait une incitation à la sexualité. Voilà. Un abus des enfants
et une négation de l'autorité parentale. Alors, petit message personnel, je rappelle que nier aux enfants le droit d'être éduqués, c'est les exposer aux violences sexistes et sexuelles, et aux infections sexuellement transmissibles, sachant que, boum, deuxième info, le 27 mars dernier, c'était le SIDAction. Et l'initiative a permis de récolter 4 millions d'euros de dons, donc on va éviter de laisser les réacs s'installer dans nos écoles républicaines, afin que tout le monde puisse continuer de vivre sa vie sexuelle et affective dans de bonnes conditions. Voilà. Et parce qu'un bon trauma n'arrive jamais seul, on va parler guerre, voilà, avec Elias depuis son café du commerce. La France est en stagnation. À peine 0,9% de croissance prévue en 2025 selon l'OCDE. La consommation fléchit, l'investissement privé piétine et les services publics s'effondrent sous le poids de l'austérité. Pour relancer la machine, l'État ne trouve rien de mieux qu'un vieux réflexe. Réarmer. Relancer l'industrie en fabriquant des missiles, des rafales ou encore des obus. Le pays entre à nouveau dans une logique d'économie de guerre. Mais cette réponse n'a rien de neutre. Quand l'économie se militarise, elle cesse de répondre aux besoins sociaux. Les ressources, les savoir-faire, les budgets sont aspirés par le secteur de la défense, laissant derrière eux des hôpitaux délabrés, des écoles abandonnées et des millions de vies précarisées. Concrètement, l'économie de guerre, c'est quoi ? C'est la mobilisation des ressources d'un pays, non pas pour répondre aux besoins d'un peuple, mais pour produire de quoi faire la guerre. Par exemple, des chars, des drones ou des munitions. Le Danemark parle de repousser la retraite à 70 ans pour financer son effort militaire. Macron, lui, pendant son speech, promet des dépenses militaires sans hausse d'impôts. Comprenez bien, sans toucher aux plus riches, mais en exigeant des sacrifices du reste. Historiquement, cette stratégie sert toujours les mêmes. Les grandes firmes, les actionnaires de l'armement, les élites politiques en crise de légitimité. L'économie de guerre restructure le capital, crée des débouchés et resserre le contrôle de l'État. Elle profite à une classe bien précise. Elle détourne les forces productives des besoins humains vers des objectifs guerriers. Et pendant que la France réarme, c'est toute l'Europe qui suit. Le plan Rearm Europe, discuté à Bruxelles, consiste à accélérer les investissements militaires à l'échelle continentale. Mais justement, soyons lucides, cette politique n'est pas autonome. Elle est alignée, presque téléguidée par les États-Unis qui exigent depuis des années une hausse des budgets militaires européens. Ce réarmement n'est pas une affirmation de souveraineté, mais une soumission stratégique. Une Europe qui arme sur commande. Tout cela s'inscrit dans une stratégie impériale plus large menée par les États-Unis. Trump, loin d'être un simple imprévisible, incarne un capitalisme en fin de cycle qui cherche à conserver son hégémonie mondiale par tous les moyens. Et cela passe aujourd'hui par la guerre commerciale, une sorte de guerre froide et la guerre tout court. Bienvenue dans le piège de Thucydide, cette logique tragique où une puissance dominante, sentant son déclin, provoque un affrontement avec les puissances montantes pour conserver sa place. C'est exactement ce que font les États-Unis aujourd'hui avec la Chine et à un autre niveau avec l'Europe. Ainsi, pour maintenir leur domination, Trump lance des conflits et une guerre commerciale dans lesquels vont s'engouffrer l'Union européenne, la Russie et potentiellement la Chine. Regardons l'Ukraine. Aucun effort sérieux pour signer un accord de paix. Car les guerres longues, ça rapporte. Et une fois les conflits déclenchés, Washington vend ses armes aux autres puissances en guerre. Cynisme absolu, et les États-Unis, isolés géographiquement, intouchables, peuvent faire tourner leur machine industrielle de guerre pendant que d'autres pays brûlent. Alors concrètement, que faire ? Oui, la France peut investir dans sa défense, mais pas dans une logique de guerre permanente, pas dans une logique alignée. Il faut sortir de l'OTAN, une organisation de guerre froide devenue machine d'ingérence. Il faut adopter une politique étrangère non alignée, altermondialiste et résolument pacifiste. Appeler à la désescalade, à la négociation, proposer aux pays de l'Union européenne de nous suivre et renouer avec des alliances internationales équilibrées en passant notamment par l'ONU et des forums démocratiques loin des logiques de blocs et d'affrontements. Et surtout, rediriger l'investissement massif vers les besoins du peuple. La santé, l'éducation, l'écologie, le logement. Voilà ce qui assurerait vraiment notre sécurité. Une société juste est une société stable. Une société armée mais fracturée est une poudrière. Enfin, on ne peut pas ignorer ce qui se passe à Gaza, avec plus de 1000 morts en quelques jours depuis la reprise des combats par Israël, relancée au moment où Netanyahou devait comparaître pour corruption. Encore une fois, la guerre comme diversion, et toujours les civils qui payent. Ne laissons pas l'économie de guerre définir notre avenir, reprenons le contrôle sur nos priorités, reprenons le pouvoir. Elias, merci beaucoup pour cette chronique. Je sais que je t'ai déjà posé cette question il y a quelques mois lors de ton départ, mais force est de constater que la situation ne fait que s'empirer. Comment est le climat aux États-Unis en ce moment ? Est-ce que ça va pour toi ?
Bah écoute, actuellement l'ambiance aux États-Unis elle est pas top top. Euh, Trump il a mis en place un tiers des politiques prévues par Project 2025 qui est en fait un projet élaboré par un groupe de conservateurs hyper réactionnaires. Voilà, c'est interdiction de l'avortement, suppression du droit du sol, lutte contre le féminisme, le wokisme. Donc en fait c'est vraiment un retour en arrière et en fait leur but, je l'avais entendu, c'était en fait de retrouver les Amériques des années 1850 en fait. Donc voilà, et puis Trump, voilà, il a passé un décret pour supprimer le ministère de l'Éducation, donc ça doit être voté par le Congrès encore. Enfin, il a viré des juges qui n'étaient pas en accord avec lui. Par exemple aussi, il y a eu le département de la sécurité intérieure, il a levé plein d'interdictions sur les arrestations d'immigrants, dans les écoles, les hôpitaux et les lieux cultes. Donc, il y a plein d'étudiants qui manifestaient pour la fin du génocide à Gaza. Enfin, plein de manifestants pro-palestiniens. Ils se sont fait arrêter sur les campus. Il y en a un à l'université de Columbia, une autre à l'université de Tufts. Donc, et c'est des étudiants qu'on n'a pas revus en fait, donc ils se sont fait enlever et on les a plus revus, donc on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Donc on est vraiment en fait dans une sorte de d'état totalitaire qui bascule clairement vers le fascisme en fait. Ça montre que si on n'a pas une prise de conscience assez rapide en France et s'il n'y a pas de mobilisation en France, eh ben on peut basculer également vers ça en France. Bon, et puis revenons à nos mourons, hein, la guerre, voilà. Je me demande, est-ce que vous avez un avis sur cette guerre? Est-ce que c'est simple de se faire un avis sur la guerre en Ukraine, en Israël? Ouais, par rapport à l'Ukraine, j'avoue que ça me fait beaucoup de peine. Enfin, on a tous vu, je pense, ce qui s'est passé aux États-Unis. J'étais en mode, mais pour qui se prend ce chien orange, en fait? Et j'étais vraiment en mode, mais... En fait, moi, ce qui me met en colère dans cette guerre, c'est la manière dont les États-Unis instrumentalisent le truc, comme pour changer l'histoire, finalement. Mais, et voilà, après, je trouve intéressant, entre guillemets, que l'Union européenne se réunisse, mais pas pour correspondre aux attentes des États-Unis. Enfin, en fait, j'ai envie qu'ils... En fait, venez, on devient indépendant. Enfin, je veux dire, on est suffisamment pour créer bien un petit pôle, quoi, pour s'émanciper des États-Unis, pas être dans le truc de la Russie. Les États-Unis et Russie qui font une sorte d'alliance, on sait pas trop. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Vraiment... Bah, en plus, c'est vraiment l'objectif premier de l'Europe, enfin, l'Union européenne au-delà du continent, quoi. Mais oui. À plusieurs niveaux et degrés, mais c'en est un entre autres. Donc j'aimerais qu'on crée quelque chose, une cohésion, mais pas, comme le dit Elias, en fonction d'une grande puissance. Oui, pas en mode suiveur. Genre on est une grande puissance en tant que telle, je pense. Et je trouve que la question de cette union, cette intégration dans l'Union européenne, elle pose aussi la question de la manière dont on le fait. C'est-à-dire qu'on peut s'intégrer, comme dit Elias, aussi avec des programmes culturels, sociaux, populaires, pour aider en fait les populations civiles en général. En revanche, est-ce que l'intégration elle passe pas aussi par la défense de notre territoire? Parce que le risque quand même après l'Ukraine, c'est l'Union européenne, c'est la Roumanie, c'est la Moldavie qui est pas membre de l'Union européenne mais qui est membre du Conseil de l'Europe, mais je crois que l'Ukraine est aussi membre. Mais la Pologne par exemple ou les pays baltes, est-ce que le risque avec cette position pacifiste qui existe parmi la gauche, le risque c'est pas aussi qu'on se fasse bouffer en fait? En fait, c'est ça, moi je suis absolument contre la guerre, les civils qui meurent, etc. Mais par contre, si on nous attaque, il va falloir répondre à un moment donné. On pourra pas se laisser marcher dessus. Se laisser marcher. On pourra pas se laisser marcher dessus si ça arrive vers nous. Et voilà, je pense qu'il faut réagir et que être dans le truc de absolument pas se préparer à ça, je pense pas que ce soit une bonne option, enfin en tout cas de mon point de vue, parce que en fait c'est un peu dans la désillusion, enfin ça va arriver, c'est là, on se fait prendre pour des cons, et combien de temps on va se faire prendre pour des cons, je sais pas, mais... Et est-ce que la guerre c'est pas un peu de droite? Parce que en ayant cette réflexion, en vrai je me suis dit merde, faut que t'arrêtes d'écouter France Inter, c'est terrible, faut revenir à des médias indépendants. Parce que c'est pas une position qui est extrêmement à gauche, la guerre, globalement, de défendre cette intervention. En fait, je pense qu'il faut distinguer les guerres impérialistes qui vont être motivées par des ambitions d'expansion et de domination, et un peu les guerres de libération ou de défense contre l'oppression. Donc, par exemple, les guerres impérialistes, ça va être considéré comme un instrument de la classe dirigeante, entre guillemets,
qui va utiliser la guerre en fait pour préserver ou étendre son pouvoir, alors que les guerres de libération, ça va être vu comme plutôt des luttes légitimes pour des peuples pour s'émanciper et protéger leurs droits face à l'agression ou à l'exploitation. Donc, en soi, la guerre intrinsèquement, c'est pas quelque chose de gauche ou de droite. Tout dépend de ses causes et de ses objectifs et de ce qu'elle va mobiliser ou pourquoi elle va servir. Oui, je dirais que la guerre, c'est un peu de droite, puisqu'il y a quand même une petite violation des droits humains, des droits de l'homme. Et c'est vrai que généralement, les violations des droits humains et des droits de l'homme, ça pose quand même moins de soucis à la droite, puisque c'est pas vraiment l'épanouissement de chaque être humain sur la Terre, c'est pas vraiment le dose de base, quoi. Quand tu vois après les discours extrêmes qui peuvent être tenus et un peu ceux qui y sont sous-jacents indirectement, on pourrait penser ça. Après moi je dirais non perso, parce que ça reste quand même... Enfin, je vois difficilement un parti de droite brandir la guerre comme une des listes à puces de son programme, genre une puce, enfin bref. Disons que la guerre ça peut s'apparenter à la droite dans le côté capitaliste que ça a, ça c'est certain, et je pense que ça dépend, j'ai horreur de ce que je suis en train de dire, mais peut-être de la manière dont on l'appréhende, genre nous, enfin en tout cas moi je la conçois plutôt comme, je veux pas faire la guerre à un pays entre guillemets, par contre nous défendre, tu vois. Je veux pas être dans une posture un peu colonialiste ou enfin conquérant ou quoi que ce soit. En fait, hein. Je pense que cette posture-là peut être davantage attribuée à la droite, mais en l'occurrence moi je suis en mode nous défendre. Du coup voilà, je pense pas que ce soit de droite que vouloir vivre, mais j'aime pas la guerre de vouloir vivre. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense que c'est pas une question de gauche ou de droite. Là dans cette situation c'est juste une question de survie. C'est ça, c'est pas comme si on allait conquérir un pays en mode popélo. Oh, pétrole! Ouais. Voilà. Quoique, après, c'est le risque, hein. C'est toujours le risque. Regarde les États-Unis, c'est ça, hein. Ressources minières. Ouais, mais eux, ils font pas la guerre pour se défendre. Ils font la guerre pour Puis après, t'as la guerre pour détruire aussi, genre Israël, tu vois, eux, ils font la guerre pour rien. Enfin, je veux dire, c'est dans ça que je répondais, moi. C'était un mode massacrer autrui. Bon, je pense pas que ça soit accolé à un parti. J'espère pas. À part pour des idées politiques, comme le disait Elias, de maintenir une force politique. Alors, pour nuancer un petit peu ce débat, en 1990, dans la chanson Né en 17 à Leidenstadt du trio Frédéric Goldman Jones, ce trio chante « Mais qu'on nous épargne à toi et moi, si possible très longtemps, d'avoir à choisir un camp ». Eh bien, Marie ne les a pas écoutés. Non, elle a choisi son camp, celui des gens gentils. Allez Marie, on t'écoute pour ton mot de la fin. Hello jeunes gens! Pour ceux qui l'ignorent encore, sachez que je tiens une liste de choses qui se sont déroulées dans le mois pour chaque chronique. Des choses que j'ai apprises, vues, réalisées, bref, ce que les semaines qui viennent de s'écouler m'ont offert de pire comme de meilleur. Ainsi, en mars, j'ai découvert qu'il existait un championnat de France de course de cochons. Oui, comme l'équitation mais avec un saucisson en guise de destrier. Là vous vous dites, Marie, es-tu certaine de l'utilité de cette liste? Eh bien, pour être honnête, je me questionne aussi sur mon envie de me souvenir de certains événements. Je pense notamment à ce jour où j'ai accompagné Erwan faire du shopping. Un instant des plus agréables. Un instant des plus agréables si on oublie le moment où je me suis trompée de cabine d'essayage. Je me suis retrouvée nez à nez avec une dame qui ne ressemblait à rien à mon meilleur ami. J'ai rarement éprouvé une gêne aussi grande. Non mais ce moment était horrible. Pourtant, je ne peux nier l'utilité de ces mémos. Ils n'échouent jamais lorsqu'il s'agit de m'aider à trouver le mot de ma chronique. Ce mois-ci, ce fut le cas de ma note « Passeport à 86 €. Oui, j'ai fait un infarctus en sortant ma carte bleue. Mais bon, au moins je pourrais visiter l'Irlande du Nord pendant mes vacances. Ça n'a pas de prix si j'en crois Elias. Et puis, grâce à ça, j'ai quand même pu rencontrer l'agente administrative chargée de mon dossier. Elle a complimenté mes nouvelles lunettes, j'en ai fait de même avec ses boucles d'oreilles, et nous voilà désormais mariés. Bon, pas tout à fait. Mais en sortant de mon rendez-vous, j'ai bien passé 20 minutes à admirer la bonté naturelle qui émanait de cette femme. C'est vrai quoi, on s'attarde trop souvent sur les gens désagréables. Mais est-ce qu'on honore assez ceux dont la gentillesse nous touche?
Parce que le monde ne tourne pas seulement autour des nazis, des fachos et de mon patron à l'ego surdimensionné, j'ai choisi de dédier cette chronique aux humains qui le méritent vraiment. Et c'est parti pour une petite liste. À Nico, d'abord, un catcheur au cœur si grand que je ne saurais vous l'écrire. S'il vous arrive de douter de l'issue de ce monde, un seul regard vers lui vous suffit à reprendre foi en l'humanité. J'ai rarement connu un homme si sec, aussi tendre. Je vous jure, on dirait une brioche aux pépites de chocolat. Je ne sais pas s'il a conscience du bonheur qu'il apporte aux personnes qui ont le privilège de les côtoyer. Que vous soyez triste, blasé ou en colère, il aura toujours un mot gentil, une oreille attentive, un conseil bienvenu à vous offrir. Sa seule contrepartie sera votre sourire. Tous les super-héros ne portent pas de cape. À Jade, maintenant, dont la lumière m'a ébloui la première fois qu'elle m'a souri, en licence. J'ai rencontré cette dame formidable lorsque je n'étais plus qu'une ombre, et je ne sais pas comment vous l'expliquer d'une meilleure façon, mais ce rire ne ressemble à aucun autre. Il vous sort de votre torpeur, vous transcende comme le chant d'un oiseau au retour du printemps. Il vous pousse vers une lumière que vous n'aviez plus envisagée depuis longtemps. Alors bien sûr, ça ne change pas votre état, mais, sans que vous vous en rendiez compte, un sourire naît sur votre visage. Bon, et évidemment, il m'est impossible de parler de gentillesse sans évoquer le plus adorable de nos chroniqueurs, j'ai nommé Elias. Vous voyez un chocolat chaud ? Ajoutez une bonne dose de chantilly, quelques brisures de spéculoos, une paille éco-responsable et vous obtenez Elias. En presque 8 ans d'amitié, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un. Bon, sauf les fachos, ça va de soi. C'est simple, cet humain est un cadeau des cieux. Pour moi, Elias, c'est surtout cet ami qui est là pour vous en toutes circonstances. De jour comme de nuit, occupé ou non, que vous ayez besoin d'une oreille attentive ou d'un cours sur la 6ème République, vous pourrez toujours compter sur lui. J'en profite pour vous poser la question, chère chronique heureuse. Qui honoreriez-vous aujourd'hui ? Alors moi, dernièrement, j'aimerais bien honorer Hippo, qui m'a quand même accueilli 2 fois en 2 mois. J'ai vraiment été sans abri à Paris à 2 reprises. Et sans elle, j'aurais pas pu faire ces petits voyages télévisuels. On se recroise sur nos écrans de France Télévisions. Donc merci Hippo. Et moi, j'aimerais remercier quelqu'un que je connais pas du tout en profondeur, hein, mine de rien, puisqu'il s'agit de ma prof d'anglais à la fac, mais qui, comme tu as pu le dire, Barry, la gentillesse, la bonté, la transperce, on va dire. C'est une dame que j'ai trop hâte de voir à chaque fois. Enfin, maintenant, mon semestre est fini, donc je ne la vois plus. Mais elle va pouvoir normalement m'accompagner pendant le stage. Et elle a noté mon nom alors que je n'avais encore pas à l'époque de stage. Je n'en ai toujours pas d'ailleurs, pour info. Mais voilà, un grand merci à elle d'être aussi rayonnante. J'ai adoré la croiser. Et c'est quelqu'un qui met tout de suite à l'aise. Bon, j'en vante beaucoup les mérites, je ne la connais pas énormément, once again. Oh, Mimou, bisous à ces queens, en tout cas. Et peut-être qu'on peut demander aussi à Hippo et Elias de remercier oui, un gens gentil. Hormis toutes les personnes, j'allais dire entre guillemets, habituelles, et c'est le terme est atroce, qui sont gentils et qui littéralement sont des légendes légendaires pour qui je me prends 12 balles à bout portant pour chacune d'entre elles. J'ai eu un prof ce mois-ci, en début du mois, qui est intervenu 2-3 jours, mais qui était d'une bienveillance, mais vraiment d'une bienveillance et d'une gentillesse, mais à toute épreuve, qui était mais adorable, sa mère, et que vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai eu les larmes aux yeux vraiment quand j'étais en mode là on lui dit au revoir, j'étais en mode donc là potentiellement on le revoit plus jamais de notre vie. J'ai eu un petit trou dans le cœur et j'étais en mode mais là j'ai besoin de fais une procédure d'adoption mon ref là. Alors, mes personnes gentilles du mois, je pense que je vais dédier ça à mes parents et à ma sœur, qui ont toujours été, qui sont toujours là pour me soutenir, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, que ce soit tout en fait. Donc vraiment, je suis très très content de les avoir. Enfin même là, je suis à distance, donc je cherche un job d'été et ils sont allés poser mes CV et tout à droite à gauche. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci de me soutenir, de me supporter, de m'aider. Vraiment, merci beaucoup. Donc vraiment, sans hésiter, je dédie ça à ma sœur aussi qui me fait beaucoup rigoler et qui vraiment genre Gollum, je pense fort à toi. Mais non, vraiment sans hésiter, je dédie ça à mes parents et à ma sœur. Vous êtes des amours. Malheureusement, ma chronique est limitée et je ne peux pas citer toutes les personnes qui me viennent en tête. J'espère qu'elles se reconnaîtront malgré tout. Vous vous reconnaissez ? Ouais. Voilà. Ce que j'admire chez elles, c'est leur courage. Dans un monde où le pouvoir prend le pas sur l'amour, leur bonté ne faillit presque jamais.
Si mes quelques années de vie m'ont appris une chose, c'est qu'il est toujours plus difficile de pardonner que de cultiver la rancœur. Plus difficile de voir la lumière dans des êtres teintés de gris. Plus difficile de comprendre, faire confiance, complimenter, sourire, faire le bien de la plus désintéressée des façons. Être gentil, c'est agir pour le bonheur des autres sans jamais rien attendre en retour. Au final, c'est quelque chose à la portée de chacun d'entre nous. On ne naît pas gentil, on le devient. Chaque jour, en faisant le choix de ce qu'il y a de plus beau en nous. Le monde se porterait bien mieux s'il existait plus de gens courageux. Vous en connaissez sans doute. En fait, je suis prête à parier que vous avez tous pensé à une personne bien particulière. Une inconnue, un ami, une sœur, quelqu'un qui vous donne le sourire par le simple fait qu'elle existe. Lui avez-vous déjà dit à quel point sa lumière était un trésor de l'univers? Non? Qu'est-ce que vous attendez alors, bande de baltrous? Allez. C'est la conclusion. Sur ce, je vous laisse à vos déclarations. La bise, je ne peux. Moi, Merci Marie pour ce baltrou. J'avais une question philosophique à te poser. Je sais pas quoi faire. Je vais la poser quand même. Après cette chronique, tu as développé une expertise sur la gentillesse. Est-ce que tu sais comment on sait si on est dans le camp des gentils ou des méchants? Je pense qu'on a des... Enfin, il y a... Chacun a ses valeurs, etc. Mais je pense qu'il y a des valeurs un peu universelles, entre guillemets, où on voit... Enfin, si tu fais mal à quelqu'un ou quoi que ce soit, et je pense on peut suivre plus ou moins ça. Après, rien nous dit que on est dans le camp des gentils aujourd'hui et qu'on sera pas dans le camp des méchants demain. Ça dépend aussi du point de vue des gens, etc. Mais si on est en accord avec soi-même, je pense, et qu'on cherche à avoir une bonne intention, enfin qu'on a une bonne intention même si le résultat est parfois catastrophique. Je trouve qu'il y a peut-être un truc à chercher aussi du côté de la bienveillance, en essayant de toujours faire le bien. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un linguiste que je voulais remercier aussi, il s'appelle Rémi Soulet. Franchement, avec un nom de famille pareil. Et ben, le 20 mars, Rémi Soulet, qui est linguiste, donc dans le journal Le Monde, il a publié une tribune intitulée « Nos enfants disent wesh, remercions-les ». Alors son texte loue la richesse du langage des jeunes à contre-courant des discours frustrés du Kwakubé. Le professeur rappelle que la langue n'appartient à personne, que le français évolue, qu'il s'adapte, créer de nouveaux mots, c'est parler de nouvelles choses, parler c'est avoir le droit d'exercer sa liberté d'expression, alors continuez de dire du coup, s'il vous plaît, mais parlez fort, voilà, parlez comme vous êtes et ce sera amplement suffisant. La route va être longue jusqu'à cette bienveillance aussi du langage, mais venez, on arrête de juger les gens sur la manière dont ils parlent. Et je trouve que c'est dur, il faut qu'on essaie de le faire, Oui. Je suis le premier à le faire en vrai. Ah bah de ouf. Je suis... Mais en fait, je suis le premier, enfin, j'avoue que moi aussi, il y a des fautes qui, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, me démangent, puis après je me dis, tout le monde n'a pas eu les mêmes facilités déjà cérébrales, les mêmes formes d'éducation, les ci, les ça, les personnes qui nous reprennent ou non. Moi je sais que mes parents ils m'ont toujours repris, donc en fait il y a plein de trucs que j'ai vite éliminé dans la langue, mais quand c'est pas le cas, voilà, et pour le coup bah ça freine déjà dans la vie pro, malheureusement. Donc je pense que dans des rapports du quotidien on peut épargner, j'avoue, mais je dis ça et je suis aussi des fois démangé à l'idée de corriger quelqu'un, mais il faut prendre ça en compte. Ouais, prendre ça en compte. J'avoue que c'est un peu un truc à déconstruire de mon côté aussi. Enfin, j'ai vachement du mal avec les fautes de français ou quoi que ce soit, parce que je m'applique vachement sur le mien, mais en même temps, comme dit Val, j'ai conscience qu'on n'a pas tous eu la même éducation au départ, enfin les mêmes privilèges entre guillemets de pouvoir être corrigé ou pas ou quoi que ce soit. Et en vrai, au-delà de ça, oui, la langue elle évolue. On n'a pas la même langue qu'il y a 100 ans, quoi. C'est vrai que en fait juger les gens sur la manière dont ils parlent, on souffle un peu, on dirait vraiment les oncles là, frère, on est le 24 ou le 25 décembre au soir, on n'en peut plus, c'est vraiment les jeunes de la nouvelle génération, c'est insup. Donc c'est vrai qu'il faudrait arrêter ça de suite. Et je trouve que la tribune, en fait, alors pour l'avoir lu, elle va même plus loin que ça, en fait. Elle dit, au-delà de, faut arrêter de corriger les gens et laisser aller, c'est même de dire, en fait, les corriger, c'est une erreur, puisqu'en fait, la langue évolue dans tous les cas. Même la grammaire évolue, le temps évolue, et peut-être qu'on conjuguera pas les verbes de la même manière. Enfin, je veux dire, les verbes en latin par rapport aux verbes en français, on voit des choses communes, et en fait, ça change aussi. Et entre les langues latines, une langue, elle est en constante évolution, et l'Académie française n'a pas le monopole de la langue. C'est pas le français académicien qui est le bon ou le mauvais français. D'ailleurs, il y en a même pas. Et c'est ça que je trouve intéressant chez un linguiste, de dire, en fait, la langue est un objet comme un autre qu'on peut débattre et politiser aussi, quoi. C'est peut-être notre côté un peu conservateur, en mode pas que ça change, c'est comme ça qu'on a appris, ça doit rester comme ça.
Bon, après, je vous disais parler, etc. Mais faut pas non plus déconner. Voilà, c'est aussi l'heure de fermer sa gueule et de clore cet épisode. Écoute-moi bien, Baltron. Marie Ball, Hippo, Elias Ben, merci beaucoup. Contrôle Z revient Ben, dans un mois pour refaire le monde et l'actualité du mois d'avril. D'ici là, n'oubliez pas que l'on vit dans un monde où Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité. Ça veut dire que c'est la fête, les petits chats. Allez, bisous. Ciao. En avril, tu feras avril la vie. Écoute, c'est un concept. T'imagines? Est-ce qu'elle a encore 10 ans?